Bonjour tout le monde. J'aimerais remercier bien sûr Nathalie et l'INSPE pour l'invitation. Et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir partager les recherches participatives que nous menons en Alsace. Donc je vais commencer avec une première partie où je vous présente un petit peu des voix des personnes concernées, c'est-à-dire les enfants dites allophones. Et on va commencer par un témoignage d'un étudiant qui était lui-même enfant bilingue émergent, je préfère, que allophone. Il est arrivé en France à l'âge de 4 ans de la Turquie et il se rappelle de son parcours, de ses premiers jours en classe à la maternelle en France. Je trouve que c'est important d'écouter les premiers concernés. Et nous allons enchaîner ensuite avec un témoignage de parents, parce que je trouve aussi c'est important de comprendre pourquoi les parents continuent à transmettre leur langue. Et évidemment, il y aura aussi des témoignages d'autres acteurs, professeurs et inspectrices. Donc commençons avec Sefa, avec son témoignage. Je me souviens que quand j'étais en classe, la maîtresse m'interdisait de parler le turc et elle m'obligeait à parler le français alors que je n'avais pas de lexique, de vocabulaire. Donc je ne savais pas trop comment faire et je le vivais mal. Intérieurement, c'était très difficile à vivre, je pense, pour un élève de cet âge. Quand je venais à la maison, c'était le turc qui était prédominant et j'ai vécu ça pendant plusieurs années, jusqu'au peut-être CE1. L'année de CP, c'était encore difficile. Jusqu'au CE1, j'ai vécu ça. C'est très difficile à vivre, je pense, pour des élèves qui sont encore fragiles psychologiquement. Quelles étaient les difficultés pour vous alors, une langue à la maison et une autre langue à l'école? Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce qui vous posait difficulté? Est-ce que vous pouvez vous rappeler? C'est il y a longtemps. Oui, j'avais une. C'est plus une question d'identité. Enfin, on ne sait pas trop sous quelle identité se mettre. Par exemple, en classe, il fallait parler français absolument. Donc, je me forçais à prononcer certains mots en français. Et le turc n'était pas accepté alors que c'était ma langue maternelle. Donc, le turc était mis dehors, n'était pas accepté, était interdit. Et rentrer à la maison, c'était la langue qui dominait. Et cette fois-ci, c'était le français qui n'était pas trop parlé, parce que ma mère ne parlait pas le français, mon père parle français, il a fait des études en France, mais il rentrait tard le soir, donc je ne parlais pas trop français à la maison. Donc c'était un va-et-vient qui était incompréhensible pour moi. Je ne comprenais pas à ce moment-là pourquoi c'était comme ça. Pourquoi l'enseignante faisait ça et pourquoi le turc était interdit, etc. Donc de l'incompréhension vis-à-vis L'incompréhension, de la démarche de l'enseignante. oui. Et par rapport à votre langue première, langue maternelle, on peut dire, lorsque l'enseignant a interdit l'utilisation de cette langue à l'école, comment vous l'avez vécu ça? Je, Au niveau de mon estime de soi, j'ai vécu quand même un moment où je me sentais quasiment inutile dans la classe, parce que la langue que je savais bien parler était interdite. Donc le français, je ne savais pas parler. Moi, j'étais toujours dans un coin, tout seul, isolé. Et je me sentais pas comme quelqu'un qui faisait partie de la classe. Je me sentais exclu. D'accord. Merci. Voilà, donc ça c'est un témoignage parmi d'autres, mais ce qui ressort là, c'est cette exclusion, dans le cadre de son expérience là. C'est vrai que quand nous faisons des visites de stagiaires en classe, nous observons souvent ces enfants seuls, isolés et qui ne participent pas dans la classe et qui sont effectivement exclus jusqu'au moment où ils commencent à parler le français. C'est sans doute à cause d'un manque de formation. Mais il y a aussi des discours déficitaires que nous entendons régulièrement dans la société en général, mais parmi les collègues aussi parfois. Alors ça, c'est le genre de citations, de commentaires que nous avons régulièrement de nos stagiaires, de nos étudiants. Comment faire? Donc là, vous avez de la chance, on vient de voir toutes les possibilités de comment faire, pas mal de possibilités en tout cas.
Mais il y a beaucoup de questions de la part de nos stagiaires. Comment faire? Quelle attitude? Quelle pratique? Et un manque de connaissances, et un manque de formation. Ce que je repère aussi dans cette citation, c'est l'utilisation du mot non francophone. C'est ça que je veux dire par discours déficitaire. On ne parle pas des enfants turcophones, arabophones, et certainement pas des enfants bilingues émergents ou bilingues en devenir. On parle de non francophones. Donc on raisonne plutôt en termes de ce qu'ils n'ont pas et pas ce qu'ils ont. Et ça, c'est quelque chose d'assez courant. Il y a d'autres commentaires, je vous les laisse lire. C'est des commentaires que j'ai eus d'autres professionnels. Et là, c'est beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, la dernière citation où c'est marqué que l'école se fait en français exclusivement, ce n'est pas du tout vrai. Et si nous regardons les programmes, nous allons voir les programmes après, je vous rassure, nous allons voir que ce n'est pas du tout vrai. Donc, il faut quand même qu'on soit attentif à ce discours déficitaire. Ça, c'est un autre entretien avec une directrice d'école maternelle, et je pense qu'elle a raison là. C'est pas fait par méchanceté, du tout. Les professeurs pensent aider les enfants en interdisant les langues. Ils veulent bien faire, mais ils ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils ôtent un moyen de communication, un outil cognitif très important pour l'enfant. Et c'est ce qu'on entend aussi dans le discours de Sefer quand il raconte ce qui lui est arrivé. Maintenant, un petit témoignage de maman qui explique pourquoi elle parle le turc à la maison avec ses enfants. Quelles étaient vos motivations pour transmettre la langue? Pourquoi vous voulez que vos enfants parlent le turc? Le turc, parce qu'on a de la famille, j'ai ma belle-mère qui est en Turquie, et j'ai trouvé dommage qu'ils réussissent pas à parler. Quand on est en Turquie, on est quand même, on se rassemble ensemble, et c'est dommage après s'ils comprennent pas ce qu'ils disent et que. Voilà, donc c'est tout à fait normal. On veut tous que nos enfants parlent la langue que nous parlons, que nous avons parlé avec nos parents, et on veut transmettre cette langue d'héritage quelque part. Alors il y a des chercheurs, notamment Marie-Rose Moreau, qui ont beaucoup d'expérience avec ça. Je vous invite à lire ces publications, et qui disent que cette non-reconnaissance et cette interdiction d'utiliser la langue est source de beaucoup de difficultés, parfois de violence même, et de repli identitaire. Je suis désolée, je vais un peu vite parce que j'ai beaucoup partagé. Que disent les programmes sur ces questions? Il y a beaucoup dans cette salle qui sont fonctionnaires, et évidemment, nous devons respecter les programmes. Alors, dans les programmes de 2015, pour la maternelle en tout cas, le langage, c'est une priorité de la maternelle. Mais nous avons aussi pas mal de choses dans les programmes qui parlent des langues maternelles des enfants, pas forcément de la langue de scolarisation tout de suite. On parle de la bienveillance, de sécuriser l'enfant. On parle notamment de l'éveil à la diversité. Donc nous avons eu quelques exemples de comment mettre en place cela, donc je peux aller un peu plus vite là-dessus. Et de comparaison pour les enfants un petit peu plus âgés entre la langue de scolarisation et les langues qu'ils connaissent. Donc là, on voit bien que les langues sont utilisées comme une ressource d'apprentissage. Ils ne sont pas ignorés. Je laisse aussi le PowerPoint, je vous rassure, vous pouvez le trouver par la suite. Si vous regardez dans les documents d'EduScol, vous avez aussi des précisions là-dessus. On laisse s'exprimer ces enfants dans leur langue et on les invite à enseigner quelques mots à leurs camarades. Quelques mots. Il ne s'agit pas évidemment de faire tout un cours, c'est vraiment une reconnaissance. Et on donne aussi une place à la littérature. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de rentrer dans la littératie, la bilittératie, mais c'est super important et ça mérite tout un exposé lui-même. Alors, dans la circulaire de la rentrée, de cette rentrée, on réitère ces items et on parle aussi de cet impact affectif. Si on interdit ces langues, si on peut inhiber les enfants, donc repli, silence, etc., et aussi avoir un impact sur la confiance en soi.
ce qui est intéressant aussi, il y a beaucoup de choses dans cette circulaire, mais ce que j'ai repéré aussi, c'est cette volonté de travailler en communauté éducative avec les ATSEM pour la maternelle, mais aussi avec les parents, pour qu'on se soutienne mutuellement. On a évoqué cette question de parents avec la question à la fin de la dernière présentation. C'est vraiment un point dont on a besoin de travailler en France. Alors, pourquoi la confiance en soi, l'estime de soi? Il y a eu des études, là vous avez une petite liste, ça vient du Canada, de la Grèce, l'Allemagne, la France et de nouveau le Canada, où on a étudié des enfants pour voir leur réceptivité sur l'attitude de leurs enseignants envers leur langue. Il se trouve que les enfants, même petits, même à 3 ans, ressentent les attitudes, le regard du professionnel vers leur langue et leur famille. Il est très difficile pour ces enfants de se construire dans une double identité si le professionnel pose un regard déficitaire sur leurs compétences, sur leur langue familiale. C'est l'OCDE aussi qui en a parlé plusieurs fois. Le risque, c'est que si nous ne valorisons pas assez ces compétences langagières, nous risquons d'exiger beaucoup moins de ces enfants. Nous les voyons comme enfants qui ne parlent pas, enfants qui ne connaissent pas le français. Donc, nous allons mettre là-bas pas aussi haut que pour les autres. C'est l'effet Pygmalion, si vous voulez. Alors, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il est important pour nous de penser ces enfants en tant qu'enfants bilingues ou bilingues émergents. Ou bilingues en devenir. C'est un gaspillage pour la société si on perd ces ressources-là. Donc, Gabriella nous a déjà dit, 21e siècle, avec tous les défis, merci beaucoup de nous avoir fait cette entrée. Pour moi, c'est une question primordiale pour notre ère. Il ne faut plus qu'on mette tout ça sous le tapis, il faut qu'on regarde en face. C'est compliqué, c'est pas facile. Ça, je veux bien qu'on ait une classe de 29 enfants avec 13 langues différentes. C'est pas facile du tout. Mais nous devons faire quelque chose avec cette diversité. Il y a des questions d'équité là. Équité. Parce que ces enfants ont des besoins particuliers. Et on ne peut pas leur offrir les mêmes chances si on ne prend pas en compte ces besoins particuliers. Alors, il y en a qui parlent de discrimination linguistique. Est-ce qu'on est en train de discriminer si on ne prend pas en compte ces ressources, notamment Philippe Blanchet parle de glottophobie. Et donc, je vous pose cette question cet après-midi. Vous, comment vous voyez les langues des enfants et de leur famille? Est-ce que vous voyez ces langues comme un droit, comme une ressource ou comme un problème? Posez-vous la question, parce que votre vision va déteindre sur les enfants, sur leur vision de eux-mêmes et les familles aussi. Alors, je voudrais vous montrer des exemples de la classe et des petits films. Donc, tirés de 2 projets de recherche participatif. Le premier, c'est le plus récent, en petite section de maternelle, on est en REP+, à Mulhouse. Petite classe, REP+, 19 enfants. 13 enfants qui sont bilingues émergents. Une professionnelle très expérimentée, mais qui est monolingue francophone. Elle ne parle pas toutes les langues des enfants, mais elle s'intéresse. Elle, son objectif, c'est que ces enfants-là, en petite section, rentrent dans la langue de scolarisation aussi rapidement que possible. Et le deuxième cas d'exemple, ça vient d'une école élémentaire, donc toute une école à Dietenheim, près de Mulhouse, petite école de village. Il y a eu des problèmes de racisme entre les enfants et l'équipe a voulu faire face à ça, faire quelque chose, et donc ils ont fait de leur projet d'école un projet d'ouverture aux langues et aux cultures. Donc deux situations différentes, mais des exemples intéressants. Alors, j'aimerais juste vous présenter un autre concept, c'est le concept de politique linguistique éducative.
quand on pense de politique linguistique, on pense souvent de ce qui vient d'en haut, top-down, hein, ce qui est publié par les ministères, par la région, des règles, des lois, etc. Mais il y a aussi des politiques linguistiques qui se pratiquent et qui viennent d'en bas, bottom-up. Alors, dans ces pratiques, ces politiques linguistiques pratiquées, les acteurs du terrain, c'est vraiment des maîtres à bord. Parce que c'est eux, donc ce sont des enseignants, des professionnels, les ATSEM, qui interprètent, qui négocient et qui recréent les politiques linguistiques éducatives. Il y a des choix personnels et ils deviennent acteurs. Donc pour moi, ces espaces de classe peuvent être vraiment intéressants, ça peut être des espaces d'innovation pédagogique, hein, parce qu'on est quand même avec sa classe tous les jours, toute la journée. Je ne devrais pas le dire, mais on n'est pas tous les jours à inspecter non plus. Donc c'est nous qui faisons les choix. Ça vient de Florence Bonassina-Piu, ce concept de politique linguistique pratiquée, Practiced Language Policies. Rico parle aussi de politique linguistique volontaire dans un objectif de paix sociale. Donc, quelque part, nous sommes responsables pour la mise en place de ces politiques linguistiques volontaires de notre choix en classe. Et il nous met en garde aussi contre les dérives, si les politiques linguistiques pratiquées qu'on met en place discriminent, excluent, et les résultats que ça peut avoir sur les enfants. Alors, je vous pose une question. Quelle langue parle-t-il? Est-ce qu'on sait? Non, merci, c'est la bonne réponse. Nous ne pouvons pas le savoir parce que ça ne se voit pas. Une langue, ça s'entend. Donc par ça, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire qu'il faut qu'on s'informe. On ne peut pas se contenter de regarder les enfants et de regarder des personnes. Moi, j'ai aucune idée quelle langue vous parlez, en vous regardant comme ça. Donc très important de s'informer. Voilà une façon de le faire. Il y a certains pays où il y a des formulaires à la rentrée où on doit remplir langue familiale, langue au pluriel aussi. Mais parfois, les parents, craignant la discrimination, ils mettent la langue de scolarisation. Ils cachent. Donc, comment on peut faire? Il faut établir une relation avec les parents. Il faut écouter. Voilà un exemple. Est-ce que lui, il parle français? Un peu. Et sinon, avec vous, il parle comment? Donc, albanais. D'accord. D'accord. Mais il comprend, il comprend des choses en français, parce qu'il est venu souvent avec sa grande sœur. Est-ce que à la maison, vous parlez que albanais ou encore une autre langue? Non, albanais, serbe. Ah oui, d'accord. Les enfants, je n'aime pas serbe. Seulement albanais. Les enfants, ils n'aiment pas le serbe, ils parlent que l'albanais. Mais par romani, vous ne parlez pas? Non, c'est serbe ou albanais. Voilà, donc vous voyez, et ce qui est intéressant là, c'est que l'institutrice, le professeur, ne s'arrête pas à une langue. Elle creuse. Parce que souvent, ces enfants, ils ont des parcours vraiment très intéressants. Ils sont passés par plusieurs pays. Peut-être les parents aussi ont tout un répertoire. Donc, c'est très important de ne pas se contenter avec la première langue qui est citée, d'aller plus loin. Bien sûr, on peut aussi avoir des affichages après, une fois qu'on connaît les langues des enfants et des familles qui sont dans notre classe, dans notre école, on peut faire quelque chose avec, on peut reconnaître fait maison souvent. Ça, ce sont des photographies dans une école élémentaire en Écosse. Donc là, vous avez la bibliothèque et le bureau du directeur. Et ils ont demandé aux parents comment vous écrivez ça, comment vous dites ça dans vos langues. Donc, tout l'affichage de l'école était multilingue dans les langues parlées par les familles. Et à côté, vous avez les noms des langues aussi. Il y a toujours la langue officielle, la langue du pays, la langue de scolarisation, mais il y a une place pour les autres langues. C'est une reconnaissance. Ça veut dire, quand les parents y voient ça, ils se sentent acceptés. Il y a une place pour eux ici dans l'école.
Alors, autre politique linguistique pratiquée, cette fois-ci on est en maternelle, on était aussi en maternelle juste avant, oui. C'est l'idée d'ouvrir l'espace classe pour les parents et leur langue, dans l'optique de ce sont des ressources. Approche burada, approche. Bak ben senin önüne koyacağım, sen Anne. attends. Je vais te le trouver, il n'y a pas de clé. On est dans une situation avec une maman un petit peu idéale, c'est-à-dire qu'elle parle visiblement assez bien le français, et donc elle passe d'une langue à l'autre d'une manière assez simple. Quand elle joue et elle veut faire jouer et apprendre, enfin, à manipuler les lettres de l'alphabet à son fils, elle passe au turc parce qu'elle sait que ça va être plus facile pour lui, mais voilà, elle parle tout à fait très bien le français, elle passe de l'un à l'autre, et ce qu'il faut comprendre, c'est que le passage de l'un à l'autre ne pose pas de difficulté pour l'enfant, au contraire, le rassure. Ce que je voulais dire aussi, ce qui est important, c'est la place qu'on a donnée à la maman. Je pense qu'on est encore sur le temps d'accueil ou pas, on peut être sur un temps d'atelier aussi. Et faire comprendre à la maman qu'elle peut s'installer et elle peut faire quelque chose, un jeu avec son enfant, mais au préalable, sans doute que la maîtresse s'est donnée en spectacle à montrer comment on fait. Et là, on a le pari, c'est qu'il y a un transfert de ce genre de choses à la maison. Ce que les chercheurs disent, c'est qu'un enfant a du mal à apprendre s'il y a une séparation entre la famille, entre le foyer et l'école. Ça me fait revenir au départ, cette idée de coéducation, de travailler ensemble et de se soutenir, et de réduire l'écart entre la maison et l'école. Alors, les parents peuvent tout simplement participer aux activités, vous allez voir ici. Qu'est-ce qu'on va chanter? Oui, on va dire tout le monde. 1, 2, 3. Chocolat, bravo. Et lorsque vous avez presque 30 enfants dans la classe de maternelle, vous êtes bien content d'avoir un autre adulte à côté pour cadrer un petit peu et faire suivre. Ça peut aussi donner des interventions comme la lecture à double voix. Et l'oiseau dit non, ne me mange pas. Non. Diyor ki hayır yiyemezsin beni. Kuş diyor, kedi. Ama güzel mi? Il est très beau l'oiseau. Il est beau l'oiseau. Il est beau, oui. Et l'oiseau dit ne me mange pas, non. Mais le chat dit si, je vais te manger. Kedi diyor ki evet seni yiyeceğim. Et lorsque vous avez quelqu'un qui est bilingue, comme la maman, c'est vraiment une ressource très très importante. Et vous avez vu les interactions là. Les enfants turcophones ont quelque chose à dire. Ils ne peuvent pas encore le dire, petite section, en français. Ils peuvent le dire en turc, elle peut le traduire. Et donc, ils sont captivés par l'histoire. Parce que si toute l'histoire se passe en français, au bout de quelques secondes, ils sont partis, parce qu'ils ne comprennent rien. Ce que j'aimerais dire maintenant, c'est pour le projet à Diedenheim maintenant, donc la coéducation dans le cadre du projet Diedenheim, c'est que ce projet-là n'aurait pas pu se faire sans l'investissement des parents. En fait, les parents ont été invités à venir planifier, construire des leçons, des séances avec l'enseignant. Et ça a vraiment changé la relation parents-enseignants dans l'école. Notamment les relations de pouvoir ont changé. Je vais juste vous montrer un. Le portugais, c'est une langue qui est parlée par un grand nombre de personnes. Puisque, comme vous allez voir tout à l'heure, le Brésil est énorme, il y a beaucoup de monde qui habite. Donc, il s'est classé 6e langue la plus parlée au monde. Voilà, donc vous voyez l'enseignante derrière en train d'apprendre avec ses élèves et vous voyez le parent devant. Ça veut dire qu'il faut que l'enseignante cède quelque part
sa place symbolique. Ce qui n'est pas facile pour tout le monde, hein, mais l'enseignante est quand même présente et participe. Et ça veut dire aussi admettre qu'on ne sait pas tout, parce que la maman sait plus que la maîtresse en vietnamien. On est d'accord. Alors, j'aime bien cette citation de Christiane Pergaud, hein, que les enfants apprennent à être des explorateurs dans le monde du langage et des langues. Et c'est bien ça dans ce projet de DITNAG. Malheureusement, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer sur ce projet, mais vous pouvez lire un article, par exemple, par la suite. Mais c'est grâce à la participation des parents qu'ils ont pu mener à bien ce projet. Le projet a une dimension fortement linguistique, c'est sûr, parce que le parent parle la langue. Donc, il y a des comparaisons, il y a une sensibilisation aux sonorités de la langue, tout ce qu'on avait aussi trouvé dans les instructions, le programme pour 2015, pour l'éveil aux langues en maternelle, on trouve bien dans ce projet. J'ai pas le temps, je vais vous montrer le mandarin. Encore on chante. Donc 4 temps en mandarin, ça veut dire 4 choses différentes. Ça va de cheval à maman à sésame, j'ai oublié le 4e, mais ma, selon l'intonation, change vraiment de signification. Donc sans les parents, impossible, parce que l'enseignante, elle n'entendait même pas les différentes intonations. Les enfants, par contre, les entendaient bien. Hein. Il y a aussi un grand part d'éveil culturel. Je n'ai pas le temps, vous imaginez tout ce qu'on peut faire sur le plan culturel. Tout ça pour vous dire que les politiques linguistiques inclusives pratiquées par les professionnels permettent aux professionnels de reconnaître ces langues comme des ressources, d'accorder une place à ces langues à l'école et, très important, de prendre appui sur les langues des familles pour rentrer dans la langue de scolarisation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire autoriser l'enfant à utiliser tout son répertoire et pas le gronder s'il utilise une autre langue dans l'école, mais plutôt lui demander « Mais comment tu dis ça dans ta langue? Comment ta maman dit ça? C'est quoi ça ?» Je vais vous montrer un petit extrait avec un imagé pour voir comment on peut faire ça. Est-ce que tu vois un vase? Oui. Est-ce que tu vois une voiture? Une voiture, oui. Ici aussi. Est-ce que tu vois des poissons? Oui. Des fleurs. Tu vois des fleurs? Oui. Où est la maman? Où est la maman? Oui. Et le bébé? Tu veux venir? Viens, à côté de moi. Là. Où est le chat? Teddy, c'est un enfant. Teddy, c'est le chat. Kaoshan, c'est le lapin. Hein? Attends. Ça, c'est un panier. Un panier. En là-bas, la voiture. La voiture. Poulet, qu'est-ce que c'est? C'est des fleurs. Des fleurs. Tu check des fleurs. Qu'est-ce que c'est? Balak, un poisson. Et ça, qu'est-ce que c'est? Donc je vais l'arrêter parce que c'est un peu long, mais vous voyez là, cette enseignante, elle ne parle pas la langue de l'enfant là, mais elle s'intéresse. Et elle n'hésite pas à répéter les mots qu'il dit, ce qui autorise l'enfant à utiliser sa langue. Il sait que c'est permis et ça l'aide à apprendre le français, parce qu'elle, elle dit toujours le mot en français aussi. Nos stagiaires nous demandent, mais si on fait ça, est-ce que c'est pas la porte ouverte? Tout va être en turc, ils vont pas parler français? Non, non, vous avez entendu les enfants, on était le 30 septembre, donc même pas un mois de travail à l'école, et on entend déjà les enfants répéter certains mots, un poisson, panier, et l'enseignante arrive même à faire produire le mot pain. Donc on entend le voix des enfants. Ce sont des enfants souvent avant ce genre d'approche qui étaient silencieux. Donc là, ils parlent. Et puis ils parlent même en français.
Et puis, si vous regardez là, tout ce qui est en italique, ce sont des mots en turc. Je crois qu'il y a 7 mots en turc. Tout le reste, c'est le français. C'est largement du français. Mais ça aide l'enfant à apprendre. Ça fait sens pour lui. Je vais peut-être juste terminer sur ce que ça peut donner. Là, on est en janvier. Les enfants ne parlent pas encore le français, mais ils sont très intéressés par les livres. À cause de cette approche translangagière. Paspartu, karpuz, bu salata, kıkırlı mı? Bu evet, herhalde dörtlü, dondurma, dörtlü de. Dörtlü. Bu çiçeği de piştir. Hepsi çokla. Alors là, on voit le plaisir de travailler avec des livres. Ok, c'est en turc. Et je comprends que ça peut, je veux dire faire flipper, mais ce n'est pas le mot. Ça peut déranger des enseignants parce qu'ils ne comprennent pas ce que les enfants sont en train de dire. Là, vous avez des sous-titres, donc vous savez ce que les enfants sont en train de dire. Ils ne sont pas en train de parler de la télévision ou n'importe quoi, ils sont en train de parler du livre. Donc, ils sont bien sur la tâche. Et je pense que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, encore une fois, ça permet à tout le monde d'utiliser toutes leurs ressources pour apprendre, donner une place aux langues. Et finalement, il ne faut pas grand-chose. Il faut quelques petites touches ici et là. C'est surtout une reconnaissance et un intérêt de notre part vers les langues. Parce que nous demandons beaucoup de ces enfants. On leur demande de fonctionner toute la journée dans une langue étrangère, une langue seconde. Et nous, on peut bien apprendre quelques mots pour leur montrer que nous aussi, on est capable, on comprend leur situation et puis leur montrer qu'on n'arrive pas bien à prononcer. Nos faiblesses, ça fait partie aussi, on est humain. Et donc, pour aller plus loin, j'ai quelques sites web que vous trouverez sur le PowerPoint. OK ? Et sinon, je vous remercie tous de votre attention et je remercie mes collègues.